Bonjour à tous et bienvenue. On attaque aujourd'hui une grande série sur la physiologie humaine. Et pour commencer, on va poser les bases, vraiment la fondation de tout le reste, avec une notion absolument essentielle, l'homéostasie. C'est le concept clé qui nous explique comment notre corps fait pour maintenir un équilibre interne stable, ce qui nous permet tout simplement de rester en vie et en bonne santé. Alors, voilà ce qu'on va voir ensemble. D'abord, on va parler de cette idée de grand équilibre du corps. Ensuite, on plongera dans le mécanisme qui permet de le maintenir, la fameuse boucle de rétroaction. Après ça, on verra deux exemples super concrets et cruciaux, la régulation de la température et celle du calcium. Et bien sûr, on terminera par un petit récapitulatif des points clés à ne pas oublier. Bon, on entre dans le vif du sujet, le grand équilibre du corps. Il faut vraiment s'imaginer le corps humain comme un système incroyablement complexe où tout, absolument tout, est interconnecté. Chaque cellule, chaque tissu, chaque organe, tout ça, ça discute, ça interagit en permanence. Du coup, une toute petite modification à un endroit peut avoir des conséquences, des répercussions sur l'ensemble de l'organisme. C'est ça qui est fascinant. Et pour bien saisir cette interconnexion, c'est un peu comme des poupées russes, ou des Legos si on préfère. On peut décomposer le corps en différents niveaux d'organisation. Tout part du plus petit, le niveau chimique, les atomes, les molécules. Ces briques de base s'assemblent pour former des cellules. Les cellules, elles, se regroupent pour former des tissus. Ces tissus s'organisent en organes, les organes travaillent ensemble dans des systèmes, et hop, l'ensemble de tous ces systèmes, c'est non, l'organisme complet. Chaque étage se construit sur celui d'en dessous. D'accord, mais comment tout ce monde communique et se coordonne ? Le corps a deux autoroutes de l'information. D'un côté, on a le système nerveux. Lui, c'est la Formule 1, c'est ultra rapide. L'exemple typique, c'est le réflexe, quand on touche un truc brûlant. La main s'enlève avant même qu'on ait eu le temps de réfléchir. C'est quasi instantané. Et de l'autre côté, on a le système endocrinien. Lui, c'est plutôt le transporteur de fond. C'est beaucoup plus lent. Il utilise des messagers chimiques et les hormones qui voyagent dans le sang pour réguler des processus sur le long terme. La croissance, le métabolisme, ça peut prendre des heures, des jours, parfois même des années. Alors maintenant, on va s'intéresser au cœur de la machine, au mécanisme central qui permet justement de maintenir cet équilibre. Ça s'appelle la boucle de rétroaction. Et retenez bien ce nom parce que c'est le processus universel que le corps utilise pour réguler à peu près tout ce qui est vital. Et en fait, le principe de base de l'homéostasie, c'est assez simple. Pensez à un thermostat dans une maison. Ça repose sur trois éléments clés. D'abord, il faut un capteur. C'est lui qui mesure un paramètre, par exemple la température. Ensuite, il y a le centre de contrôle, le thermostat lui-même, qui compare la température mesurée à la température qu'on a demandée, la valeur de consigne. Et enfin, il y a l'effecteur, le radiateur ou la clim, qui va s'allumer pour corriger l'écart s'il y en a un. C'est exactement pareil dans le corps. Donc si on regarde le cycle complet, ça se passe comme ça. Tout part d'un stimulus, quelque chose qui vient perturber notre équilibre. Ce changement est immédiatement détecté par un récepteur, notre fameux capteur. L'info est alors transmise au centre de contrôle qui analyse la situation et dit « Oula, il y a un problème ». Il envoie alors un ordre à un effecteur. Et l'effecteur, lui, il agit, il produit une réponse qui va contrer le stimulus de départ et qui va ramener la variable à la normale. Et ça, c'est une boucle qui tourne non-stop, 24 heures sur 24. Pour que ce soit un peu plus parlant, regardons quelques-uns de ces capteurs. On a par exemple des protéines qui sont de vrais thermomètres moléculaires. Elles changent de forme quand la température varie. Pour le sucre dans le sang, la glycémie, on a des récepteurs faits exprès pour s'accrocher aux molécules de glucose. Et pour la pression artérielle, ce sont des barorécepteurs. Eux, ils sont sensibles à l'étirement de la paroi de nos artères. Bref, on voit bien que chaque paramètre vital a son propre système de surveillance spécialisé. Allez, mettons tout ça en pratique avec un premier exemple que tout le monde connaît bien, la régulation de notre température. C'est un des paramètres que notre corps protège le plus jalousement et on va voir ensemble pourquoi chaque petit degré vraiment fait toute la différence. Et ça amène une question qu'on s'est tous déjà posée. Pourquoi est-ce qu'une simple fièvre, 1 ou 2 degrés de plus, nous met complètement KO ? Pourquoi notre corps réagit de façon aussi intense pour une si petite variation ? La réponse, elle n'est pas à la surface, elle est au plus profond de notre biochimie. Regardez ce graphique. Il montre l'activité d'une enzyme, la lactate déshydrogénase, en fonction de la température. Et ce qu'on voit, c'est que l'efficacité de nos enzymes, ces ouvrières qui font tout le travail dans nos cellules, dépend énormément de la température. Chaque enzyme a sa température de croisière, son sweet spot, où elle fonctionne à plein régime. Si on s'en écarte, même d'un tout petit peu, son activité chute de manière spectaculaire. C'est pour ça que nous, les humains, en tant qu'organisme à sang chaud, on dit aussi homéotherme, on doit absolument maintenir une température stable. C'est la garantie que nos millions de réactions chimiques tournent à la bonne vitesse. Et si on va encore un peu plus loin, au niveau de la physique-chimie, la température a un impact direct sur l'énergie même des réactions. Alors sans vouloir faire un cours de thermodynamique avec cette équation de Gibbs, regardez juste le T pour température. Il est en plein milieu. Ce que ça veut dire, c'est que la température est un facteur absolument clé qui va décider si une réaction chimique peut se faire et à quel rythme. Donc un petit changement de température et c'est la cadence de milliers de réactions qui est chamboulée. C'est comme un orchestre où chaque musicien se met à jouer à sa propre vitesse, c'est le chaos
et des chaînes métaboliques entières, comme le cycle de Krebs, peuvent être complètement désynchronisées. Alors concrètement, comment le corps réagit? Comment nos effecteurs entrent en jeu? Eh bien, quand il fait trop chaud, c'est simple, on transpire. L'évaporation de la sueur sur la peau, c'est un mécanisme de refroidissement ultra efficace. Et quand il fait trop froid? D'abord, les petits vaisseaux sanguins à la surface de la peau se resserrent, c'est la vasoconstriction, pour garder la chaleur à l'intérieur. Et si ça ne suffit toujours pas, on se met à frissonner. Les frissons, c'est juste des contractions musculaires ultra rapides dont l'unique objectif est de produire de la chaleur. C'est de la thermogénèse mécanique. Ok, passons à notre deuxième grand exemple, le calcium. Alors quand on pense calcium, on pense tout de suite aux os. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est un ion qui est tellement important pour le fonctionnement de nos cellules que sa concentration est l'un des paramètres les plus surveillés et les plus finement régulés de tout notre corps. Et pourquoi est-il si crucial? Eh bien, accrochez-vous, le calcium il est essentiel pour donner leur forme à plein de protéines. Il est indispensable pour que certaines enzymes puissent faire leur travail. C'est un messager clé à l'intérieur des cellules. Et surtout, c'est lui qui déclenche la libération des neurotransmetteurs, ces molécules qui permettent à nos neurones de communiquer. Autrement dit, sans une régulation parfaite du calcium, notre système nerveux serait tout simplement hors service. Et pour gérer cet équilibre ultra sensible, le corps a un duo de choc, deux hormones qui font exactement l'inverse l'une de l'autre. C'est un peu comme un accélérateur et un frein. D'un côté, on a la parathormone, la PTH, qui est l'accélérateur. Son job, c'est de faire monter le taux de calcium dans le sang. De l'autre, on a la calcitonine, le frein, qui, elle, le fait descendre. C'est un système antagoniste, un push-pull hyper précis. Regardons ensemble cette boucle. Imaginons que le taux de calcium dans le sang baisse un peu. C'est le signal. Les glandes parathyroïdes le détectent et libèrent la PTH. La PTH va alors agir sur 3 fronts. Les os pour libérer du calcium, les reins et l'intestin pour en récupérer plus. Résultat, le taux de calcium remonte. Maintenant, scénario inverse. Le taux de calcium est trop haut. Cette fois, ce sont des cellules de la thyroïde qui réagissent et libèrent la calcitonine. Et elle va dire aux os de stocker le calcium et aux reins d'en éliminer davantage. Et hop, le taux redescend. C'est un balai hormonal parfaitement réglé. Donc, pour résumer très simplement, la PTH, c'est l'hormone qui va chercher le calcium partout où il se trouve pour le mettre dans le sang, elle le sort des os, elle le récupère dans ce qu'on mange et elle empêche de le perdre dans les urines. La calcitonine, elle, fait tout le contraire. Elle prend le calcium en trop dans le sang pour le ranger dans les os et le jeter dehors via les reins. Et il y a une raison chimique hyper importante derrière cette régulation si stricte. Dans le sang, on a du calcium, mais on a aussi des ions phosphates. Le problème, c'est que si on met trop des deux ensemble, leur concentration atteint un seuil critique, le produit de solubilité, et là, ils se transforment en petits cristaux solides de phosphate de calcium. C'est comme du sable dans la tuyauterie. Ces cristaux pourraient boucher nos plus petits vaisseaux sanguins, les capillaires, ce qui serait une véritable catastrophe. Le corps doit donc en permanence s'assurer de rester sous ce seuil critique. Maintenant, jetez un œil à ce tableau. Il montre les concentrations d'ions à l'intérieur et à l'extérieur d'un neurone. Regardez les lignes pour le sodium, le potassium. Et maintenant, regardez la ligne du calcium, le Ca2+. C'est juste incroyable. À l'extérieur de la cellule, on a environ 2 millimolaires. Et à l'intérieur, à peine 10 puissance moins 8. La différence est gigantesque. On parle de plusieurs ordres de grandeur d'écart. C'est beaucoup plus que pour les autres ions. Ce chiffre, 10 puissance moins 8 molaires, c'est la concentration de calcium à l'intérieur d'une cellule quand elle est au repos. C'est ridiculement bas. Alors pourquoi? Il y a 2 raisons principales héritées de l'évolution. La première, on vient de le voir, à l'intérieur de la cellule, c'est bourré de phosphate. Garder le calcium très bas évite que tout ne se transforme en cailloux. La deuxième raison, c'est que cet écart monumental entre l'intérieur et l'extérieur en fait un signal parfait. Il suffit de faire entrer un tout petit peu de calcium pour que sa concentration relative explose à l'intérieur, ce qui déclenche une réponse cellulaire immédiate et puissante. On arrive maintenant à la fin de ce premier chapitre. Et s'il y avait vraiment une seule chose à retenir de tout ça, ce serait cette idée. La vie, au fond, c'est une histoire d'équilibre. Un équilibre qui n'est pas figé, il est dynamique, il est fragile, mais il est maintenu seconde après seconde par des mécanismes d'une précision absolument incroyable. Donc, les points clés à emporter. Premièrement, l'homéostasie. C'est cet équilibre dynamique qui est tout simplement essentiel à la vie. Deuxièmement, cet équilibre n'est pas magique, il est maintenu par les fameuses boucles de rétroaction avec le trio capteur, centre de contrôle, effecteur. Et enfin, troisièmement, la régulation ultra précise de paramètres comme la température ou le calcium est absolument vitale parce que ça touche au fonctionnement le plus fondamental de chacune de nos cellules. Et voilà, c'est tout pour l'homéostasie pour aujourd'hui. Dans le prochain chapitre, on va changer de sujet et on va explorer comment notre corps perçoit le monde qui l'entoure. On va parler des sens et on commencera par un des plus fascinants et des plus complexes, la vue. Pour être sûr d'avoir bien tout compris aujourd'hui, n'hésitez pas à aller faire les quiz qui sont en lien sur le compte. C'est le meilleur moyen de tester ses connaissances. Merci de votre attention et on se retrouve très vite pour la suite.